Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. À la une ce soir, les députés questionnent le gouvernement sur l'application des dispositions qui interdisent la vente des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Les réponses tout à l'heure en début d'édition. Plusieurs accords de financement ont été ratifiés ces dernières semaines au Parlement. Il s'agit d'accords de prêts et de dons pour financer des projets structurants afin de relever l'économie locale, durement éprouvée par l'insécurité et le terrorisme. Pour en parler, nous recevons le député Daga Nassouri, membre de la Commission des finances et du budget. Voilà pour le sommaire. Merci pour votre constante fidélité. On débute ce magazine au pied du Naouri, où le chef du Parlement a pris part aux côtés du président du Faso à la cérémonie de sortie de la 22e promotion d'élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namono de Pau. Triomphe, c'est le nom de baptême de la promotion, 111 sous-lieutenants, dont 9 personnels féminins qui se disent aptes par la voix de leurs délégués à servir la nation en proie à leader terroriste. Cérémonial de port d'épaulettes et prestation de serment des nouveaux officiers ont marqué l'événement. La représentation nationale, soucieuse de l'application des lois votées, interroge régulièrement le gouvernement en la matière. Le 21 juillet dernier, c'était au tour du département de l'environnement d'être entendu sur la mise en œuvre de la loi portant interdiction de la production et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso. Les réponses de l'exécutif dans ce compte-rendu signé Innocent Darankoum et Mireille Carole Toukma. L'impact négatif des sachets plastiques sur l'environnement n'est plus à démontrer. Qu'en est-il donc de l'application de la loi portant son interdiction? L'interpellation vient des députés Sié François d'Assis Koulibaly et Nemata Brigitte Zougrana. Le ministre de l'Environnement apporte des éléments de réponse et souligne que la loi est appliquée dans la mesure où les sachets plastiques sont remplacés par des sachets biodégradables. Mais pour les auteurs de la question, l'utilisation des sachets biodégradables pose également problème. Ce sont des sachets qui prennent au moins 5 ans avant de passer à l'étape de dégradation. Les échanges qui se sont déroulés avec les députés permettent d'insister auprès du ministre sur la nécessité de passer à l'utilisation des emballages alternatifs. Pour ce faire, une révision de la loi portant interdiction de la production et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina est prévue selon le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot. Il ajoute que la loi à elle seule ne suffit pas à assainir le cadre de vie. Il faudra donc bien plus en mettant en place dans chaque commune des systèmes efficaces de collecte, de traitement et de valorisation des déchets solides en général et des sachets plastiques en particulier, mais aussi et surtout la responsabilisation de tous les citoyens. Ils ont décidé de mettre leurs vacances à profit pour découvrir le Parlement burkinabé, son histoire, ses missions et les organes qui la composent. Eux, ce sont des jeunes élèves du Centre d'éveil et d'éducation Tuimanegda et des membres d'associations de la ville de Ouagadougou. Le film de ces visites avec Anatole Nakoulman, Idrissa Warga, Innocent Darankoum et sa presse Hippolyte Milogo. Des élèves et étudiants en vacances, encadrés par des associations de jeunesse, Douni Palé, le camp vacances lecture et le centre d'éveil et d'éducation Tuimanega sont ici à l'Assemblée législative de transition pour découvrir et comprendre son fonctionnement. À l'Assemblée nationale, beaucoup de choses se passent, les lois se votent et puis concernant les députés, ils prennent en compte plusieurs personnes. J'ai retenu, on a dit de protéger les arbres, de rester propre autour de nous. On a planté des arbres. Pour les encadreurs, le passage à l'hémicycle est une autre école pour les enfants. La visite d'aujourd'hui, c'était d'abord de faire connaître aux participants le lieu même de l'Assemblée législative de transition, essayer de nous rappeler l'histoire du pays et comment l'Assemblée législative de transition fonctionne. Cette année, on a prévu des débats avec des grands et il y aura un projet de loi. Et également, il va faire un autre débat sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai jugé nécessaire que les enfants viennent voir le cadre de l'Assemblée nationale pour savoir comment est-ce qu'on vote les lois pour se mettre effectivement dans la peau des députés.
Satisfaits, les visiteurs ont planté des arbres dans l'enceinte du Parlement. Ils marquent ainsi leur engagement pour l'éco-citoyenneté. On termine cette rubrique d'actualité sur une note triste. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a perdu en début de mois son ancien président Henri Konan Bédié. Le premier responsable du Parlement a tenu à rendre un dernier hommage à l'illustre disparu le vendredi 4 août dernier à l'ambassade de Côte d'Ivoire située au quartier Koulouba de Ouagadougou. Dans le cahier de condoléances ouvert à cette triste occasion, le chef du Parlement burkinabé a rendu hommage à un grand serviteur de l'État ivoirien, une personnalité publique de premier plan, qui a œuvré non seulement pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais également de la région ouest-africaine. Au nom de la représentation nationale et à son nom propre, le docteur Ousmane Bougouma a souhaité que l'homme de l'illustre disparu repose en paix. Les semaines dernières n'ont pas été du tout repos pour les parlementaires et pour cause, plus d'une dizaine de dossiers de ratification d'accords de financement étaient soumis à leur examen. Il s'agit plus précisément de projets de loi portant ratification de plusieurs accords de prêt, de conventions et de dons au profit de projets structurants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'économie locale. Et pour en parler, Salimata Gaïla Baro reçoit pour vous l'honorable Daga Nassouri, député membre de la Commission des finances et du budget. Bonjour Laura. Bonjour. Avec vous, on s'intéresse à la loi de ratification. Qu'entend-on par loi de ratification? Je vais déjà commencer par parler donc de la loi d'où découle cette loi de ratification. Il s'agit donc de la loi d'habilitation. Et cette loi qui consiste donc pour le Parlement à prendre un acte législatif sur demande donc, la demande donc du gouvernement, lui donnant donc pouvoir, en tout cas d'intervenir dans un domaine relevant normalement et constitutionnellement donc du domaine de la loi. Et donc après donc cette étape, le gouvernement naturellement prend des ordonnances et il s'agit donc des ordonnances dans le domaine des conventions de financement essentiellement, que ce soit de prêt ou de crédit. Mais c'est pour un délai donné que ce pouvoir, une partie de ce pouvoir législatif lui est accordée. Donc naturellement à la fin donc, de ce délai, ou en tout cas un délai bien précis, il est de bon temps que le gouvernement revienne pour que ces ordonnances soient ratifiées, ce qui va leur conférer donc un caractère de loi. Voilà, et donc le caractère législatif qui va avec tout ce qui va avec. Et donc la loi de ratification en elle-même consiste donc à valider ou en la validation des ordonnances prises par le gouvernement, voilà, pour que ces ordonnances puissent avoir donc le caractère donc de loi. C'est ainsi l'Assemblée législative de transition a procédé à l'adoption de plusieurs projets de loi portant autorisation de ratification. À quoi est-ce que cela répond? Oui, ces dernières semaines, nous avons reçu effectivement plus d'une dizaine de projets de loi portant ratification d'ordonnances. Naturellement, certains ont été adoptés déjà, d'autres sont toujours en cours. Mais ça répond à un exercice normal, constitutionnel, comme je le disais, parce que la loi d'habilitation qui conférait un certain nombre de pouvoirs dans certaines matières au gouvernement d'agir ne lui donne pas droit totalement parce qu'il faut un jour revenir. Et c'est pour cela, effectivement, toutes les ordonnances qui ont été prises dans ce laps de temps sont déposées sous forme de projet de ratification et pour que le Parlement se prononce. Et donc, nous avons sacrifié donc à ce rôle régalien, mais il faut dire aussi que c'est important parce que l'ordonnance désormais n'est-ce pas, ratifiée ou prend le caractère donc de loi, revêtant une nature législative et avec tout ce qui va avec. Que gagne-t-on donc en ratifiant tous ces projets? Ça permet déjà que l'ordonnance ait un caractère carrément législatif. Deuxièmement, ça permet donc à l'ordonnance de continuer de produire ses effets. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'elle n'est plus dans l'appui de la loi de l'habilitation, mais les effets se poursuivent. Mais il faut ça justement pour que ça puisse se poursuivre. L'autre élément qu'il faut dire, qui n'est pas des moindres, c'est que si l'ordonnance n'est pas ratifiée dans les délais impartis, donc elle est frappée de caducité. Et quand on dit c'est nul, ça veut dire que ça ne peut pas produire d'effet. Et on peut toujours attaquer à tout moment et de bon temps. Et voilà pourquoi je pense que, en tout cas, on gagne toujours à ratifier.
et mieux à ratifier dans les délais. Merci honorable pour la disponibilité. Je vous remercie. Le vocable met le curseur cette semaine sur un terme assez commun au Parlement. Il s'agit de la notion de budget sensible au genre. De quoi s'agit-il? Quelle en est l'importance? Les réponses avec l'honorable Marie-Angèle Tiendrebogo Kalenzaga, présidente de la commission en charge du genre à l'ALT. La budgétisation sensible au genre ou budgétisation sexo-spécifique est un outil de l'approche genre qui vise tout au long du processus d'élaboration d'une politique publique ou d'une action à s'interroger sur les situations respectives des femmes et des hommes de manière préventive et transversale afin de réduire les inégalités. L'une des particularités de la budgétisation sensible au genre, c'est qu'il s'agit ici de prioriser les dépenses qui ciblent les problématiques relatives aux femmes et aux hommes ou au genre. Cela implique en amont que des objectifs, des résultats, des indicateurs et même des activités sensibles au genre aient été préalablement définis. La budgétisation sensible au genre est opérationnelle au Burkina Faso depuis 2019 pour ce qui concerne le budget de l'État. Donc aujourd'hui, tous les ministères sont engagés dans le processus de la budgétisation sexo-spécifique, ce qui fait qu'un grand nombre d'acteurs ont déjà été formés dans le domaine. Abordant le volet difficulté, on pourrait retenir l'inexistence de statistiques désagrégées par sexe, également des énoncés budgétaires aveugles au genre, absence de moyens de contrôle sur la sincérité des informations sur le genre. Comme perspective, je pense que nous pouvons retenir le renforcement de l'engagement des différents ministères dans le processus de la budgétisation sexo-spécifique et la poursuite du renforcement des capacités des différents acteurs et pourquoi pas rendre obligatoire la présentation par les ministères d'un état de prise en compte du genre avant l'adoption de la loi de finances par le Parlement. Cela nous aiderait à réduire les inégalités et à atteindre un développement équitable. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.